Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h02. Merci de suivre votre rendez-vous hebdomadaire La Totale. Voici le sommaire. Confraternellement aborde aujourd'hui la régulation dans le secteur de l'audiovisuel. Une mission confiée au CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Mais cette régulation n'empêche pas les dérives. Nous y reviendrons avec un reportage de Amago Robernian et notre invité Matar Sall, directeur de cabinet du président du CNRA. Tabaski oblige, Coin Éco fait un focus sur l'élevage, un secteur économique clé au Sénégal qui, selon la NSD, a rapporté 460 milliards de francs CFA à notre économie en 2018. Pour clôturer la fenêtre Tabaski, Abdurrahman Li va nous parler du ndéonol dans Bouillon de culture, une pratique autrefois destinée à raffermir les liens entre les membres d'une famille qui aujourd'hui se perd. Bienvenue à tous. Audiovisuel pour commencer, plus précisément la régulation du secteur. Au Sénégal, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, est en charge d'assurer l'application de la réglementation sur l'audiovisuel. Mais les dérives sont souvent notées dans les contenus des médias. Pire encore, l'éducation est reléguée au second plan. Avant d'en parler avec notre invité Matar Sall, directeur de cabinet du président du CNRA, suivons ce dossier d'Amago Robernian avec des images de Cher Diop. L'audiovisuel est aujourd'hui incontournable dans le monde. Il permet d'éduquer, de divertir et surtout d'informer. Comme je dis, tout citoyen bien informé est déjà bien éduqué de ce point de vue-là, mais il y a encore un plus que quelqu'un d'autre dans le même support, quelqu'un d'autre apporte. Donc c'est ce qu'on appelle les animateurs. C'est également les producteurs extérieurs qui font du contenu et qui donnent à diffuser dans les médias. Parfois, les problèmes viennent de là. Au Sénégal, en vertu de l'article 2 de la loi numéro 2006-4 du 4 janvier 2006, tous les médias audiovisuels sont sous la tutelle du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel. Et selon l'article 1er de la loi, l'organe se doit d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur le secteur et de veiller au respect des dispositions de la présente loi. Le manquement au niveau de cette loi ici au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de loi au Sénégal qui parle de la validation des acquis par l'expérience. Et si on veut faire une loi sur la validation des acquis par l'expérience au Sénégal, nous n'avons pas d'organes, d'institutions ou bien d'entreprises RH capables de faire des bilans de compétences. Et c'est là où ça pose un problème. Malgré ces textes juridiques et cette régulation, l'on note souvent des dérives dans les contenus des médias. L'éducation semble reléguée au second plan. Parfois, ce n'est même pas des choses qui apportent quoi que ce soit du point de vue éducatif, ni du point de vue de la bonne information destinée aux citoyens. On prétend faire parfois de la comédie. En fait, c'est plutôt de la pitrerie qu'on voit. Les gens qui produisent ce genre d'émissions, ce genre de documents, ne donnent pas l'impression de connaître le pays, ou alors, s'ils connaissent le pays, ils ne savent pas ce que éduquer veut dire, ce que informer veut dire. C'est effectivement à ce niveau qu'il y a parfois des problèmes. Les contenus posent problème et le CNRA également réagit très souvent à cela, en considérant que ceci n'est pas à montrer, ceci n'est pas à faire. Le CNRA me semble être un gendarme sans munitions, comme on le dit souvent, parce qu'on ne peut pas en réalité sanctionner objectivement. Comprendre les enjeux des médias dans la régulation, un impératif selon le consultant, formateur en communication. Il faut essayer de mettre en place des conditions nécessaires, proposées, pour avoir des émissions ou des contenus innovants. Et je pense que c'est là où le bât blesse au niveau des personnes qui sont au niveau du CNRA et qui en réalité, je pense, à mon avis, doivent davantage comprendre les enjeux des médias, surtout aujourd'hui. Chargé d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel, tous les médias entrent dans le champ de compétences du CNRA, quel que soit leur statut juridique. Merci à Margot Robernian pour ces éclaircissements. Nous recevons sur ce plateau M. Matar Sall, directeur de cabinet du président du CNRA. Bonsoir M. Sall. Bonsoir Moustapha. Comment allez-vous? Comme c'est dit dans le dossier, les médias audiovisuels sont sous la tutelle du CNRA et l'organe se doit d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation de l'audiovisuel. Comment se fait-il qu'on puisse assister à des dérives comme dans les séries, comme on a pu le noter ces derniers temps? Voilà, merci M. Moustapha.
pour l'invitation. Peut-être commencer par dire que les médias audiovisuels ne sont pas sous la tutelle, n'est-ce pas? Donc sont sous le champ de régulation peut-être de l'organe de régulation. Effectivement, donc le CNRA, de par la loi, donc vraiment est chargé de veiller au respect de la réglementation applicable aux médias audiovisuels. Dans cette loi, effectivement, donc là, plusieurs prérogatives sont confiées à l'organe de régulation. Et je pense qu'effectivement, depuis l'année 2019, le CNRA est en train de travailler sur le dossier afin d'aller vraiment vers un renouveau dans le secteur de la communication audiovisuelle. Parce que vous le savez, avec le code de la presse, donc là, l'organe de régulation s'est doté de prérogatives nouvelles. Parmi ces prérogatives, donc l'organe de régulation est chargé d'élaborer l'ensemble des cahiers des charges qui s'appliquent donc vraiment aux médias audiovisuels. Les médias audiovisuels, il faut les comprendre au sens large. C'est les éditeurs télévisuels comme radiophoniques. Ce sont les distributeurs, par exemple TV d'Orange, Canal, Excaf, ainsi de suite, mais également c'est les diffuseurs. Parce qu'effectivement, avec l'avènement de la TNT, il y a eu la naissance d'un nouvel acteur. Jusqu'ici, avant la TNT, on avait deux acteurs, c'était les éditeurs et les distributeurs. N'est-ce pas? Parce que l'éditeur diffusait en même temps. Maintenant, donc là, on a créé un nouvel acteur qui est TDS-SA, n'est-ce pas? Donc, qui est chargé véritablement de diffuser les programmes des médias audiovisuels. Parlant donc des nouveaux textes, effectivement, le CNRA a élaboré l'ensemble des cahiers des charges, c'est-à-dire le cahier des charges applicable aux distributeurs, qui est déjà en vigueur, le cahier des charges applicable aux éditeurs télévisuels, par exemple ITV. Il y a également le cahier des charges applicable aux distributeurs, c'est-à-dire TV d'Orange, par exemple, Canal, Star Times, par exemple, et Excaf. Et également, plus, le CNRA a même signé les conventions donc des éditeurs télévisuels. Par exemple, l'ensemble des éditeurs télévisuels qui sont sur la TNT ont signé leur convention avec l'organe de régulation. Tout comme donc, TDS-SA a signé sa convention avec l'organe de régulation. Vous le savez, les conventions et les cahiers des charges, donc vraiment, reviennent sur les obligations des médias audiovisuels. Et par conséquent, parmi ces obligations, il y a véritablement donc vraiment plusieurs aspects qui vont dans le sens de rendre positifs les contenus. Et vous avez dit, il y a des dérives. Effectivement, mais les textes vraiment prévoient des mesures qu'il faut véritablement prendre afin d'éviter que ces dérives deviennent la règle, n'est-ce pas, pour que véritablement les Sénégalais... C'était le cas pour les crèmes éclaircissantes. Vous avez dû mettre en sous-demeure une chaîne, c'est bien ça? Effectivement. Donc là, c'est pour dire qu'effectivement, l'organe de régulation peut prendre par les textes les mesures idoines. Mais aussi à ce niveau, il faut dire que réguler, donc c'est d'abord la pédagogie. C'est d'abord la pédagogie. Moi, je dis que parfois même, vraiment la sanction, c'est quand il n'y a pas possibilité de faire autrement. Donc là, l'organe de régulation, contrairement à ce qui se dit, c'est le gendarme, donc son rôle est de fermer. Bien au contraire, l'organe de régulation n'est jamais content d'aller fermer, donc, par exemple, une radio ou bien une télévision. Bien au contraire, l'organe de régulation fait toujours dans la pédagogie. Par exemple, je parle de pédagogie. Moi, je regarde, par exemple, une émission sur ITV. Je vois quelque chose, donc là, par exemple, qui ne va pas dans le sens véritablement de rehausser l'image de ITV. Là, je peux appeler tout de suite le DG pour dire, DG, je pense que sur telle émission, par exemple, il y a tel aspect. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, je reviens même sur cet exemple. Le vendredi passé, je regardais l'émission religieuse et je pense Oustaz Pouy. N'est-ce pas? Donc là, effectivement, au niveau du décor, il y avait une image, par exemple, donc vraiment c'était fixe, c'était e-radio, mais il y avait une dame, donc vraiment non voilée, apparemment même on disait que c'était vraiment des crèmes éclaircissantes ou pas, donc là, et parfois ça sortait. Donc là, quand même, donc c'est aider même l'organe de l'entreprise de presse parfois pour signaler, pour corriger certaines choses. Tout comme, par exemple, il peut arriver qu'il y ait donc en plein direct des dérives, par exemple, donc là, parce que aussi il faut le dire, même si les émissions sont en direct, l'éditeur donc vraiment a une responsabilité. Par exemple, il faut avoir une maîtrise d'antenne. Je donne un exemple, Moustapha, vous animez une émission. Dans l'émission, vous m'invitez aujourd'hui. Je viens et devant tout le monde, c'est une émission en direct. Vous me laissez
passer par exemple un enregistrement audio. Là, vous avez failli. Parce que donc là, vous n'avez même pas respecté vraiment les textes qui vous régissent en tant que journaliste. Parce que le journaliste, c'est la collecte, le traitement et la diffusion. Moi, je viens, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le contenu, je vous propose ce contenu et vous laissez passer. Donc là, ce n'est pas responsable. Donc c'est pour dire que parfois même, en plein direct, s'il y a des dérives, l'organe de régulation peut après, donc vraiment appeler, donc même adresser une observation pour dire que dans telle émission, vraiment, donc vraiment même si c'était en direct, il y a eu vraiment des violations graves de la réglementation parce qu'il faut que toujours le journaliste véritablement dispose de ce qu'on appelle la maîtrise d'antenne, par exemple en recadrant. Exemple, donc là, je viens, je suis le régulateur, je viens avec un audio, je veux proposer ça. Vous n'avez jamais écouté cet audio, vous n'allez pas. Donc si vous êtes consciencieux, donc là, vous n'allez pas accepter ça. Vous allez me dire non, c'est pas possible. Parce que quand même, donc là, encore une fois, on n'a pas encore traité de cette information, donc là, c'est pas acceptable. Et il est arrivé, par exemple, que ces genres de situations se passent dans certaines radios, et là, l'organe de régulation a écrit. Donc c'est pour dire que vraiment, encore une fois, c'est l'aspect pédagogie, donc c'est l'aspect vraiment, encore une fois, travail direct avec les entreprises afin de les aider, ou bien afin de les appeler vraiment à corriger certains manquements. Et comment faites-vous pour faire face au boom de l'audiovisuel? Vous l'avez dit vous-même, avec la TNT, c'est de plus en plus de chaînes qui sont disponibles pour les téléspectateurs. Comment faites-vous pour réguler toutes ces chaînes? Oui, donc là, je pense que là, c'est vraiment plus facile à partir du moment où les textes sont clairs. Moi, je vous ai dit que les cahiers des charges sont disponibles pour l'ensemble des éditeurs. C'est-à-dire, et le plus intéressant, c'est que le cahier des charges est valable pour tous les éditeurs. C'est-à-dire que ce soit des éditeurs qui sont sur la TNT, les IPTV ou bien les Web TV. N'est-ce pas? Donc là, ce qui fait que les IPTV sont régi par la réglementation également, tout comme les Web TV. Effectivement, maintenant que la réglementation est là, l'organe de régulation va veiller à cela. Par exemple, donc là, on a dit, toutes les chaînes qui sont sur la TNT ont signé. L'organe de régulation est en train donc, de signer même donc, vraiment des conventions avec des IPTV. N'est-ce pas? Donc là, pour leur dire que votre travail est donc vraiment sous le contrôle de l'organe de régulation, parce que la loi portant code de la presse dit l'exercice de toute activité d'édition, de diffusion et de distribution, quelle que soit la technologie utilisée. N'est-ce pas? Donc là, c'est très clair, ce qui signifie que ça peut être sur satellite, donc sur Internet, ainsi de suite, et l'organe de régulation veillera véritablement à ce que les dispositions, les lois soient respectées. Dans les contenus audiovisuels, l'éducation semble reléguée au second plan. Est-ce que dans votre position d'influence, le CNRA a une politique allant dans le sens de promouvoir l'éducation sur... Oui, donc là, parlant même de cela, effectivement, dans les nouveaux cahiers des charges, il est prévu des dispositions qui prévoient, par exemple, des quotas. Par exemple, donc vraiment des émissions pour les enfants. Et dans les émissions pour les enfants, il faut veiller à ce que ces émissions soient positives pour les enfants. Il ne faut pas que des émissions influencent négativement les enfants. Donc ce qui fait qu'effectivement parmi même les programmes qu'il faut véritablement mettre en valeur, il y a effectivement les contenus qui sont destinés aux femmes. Il faut donner une forte présence donc, des femmes, y compris même on a prévu vraiment des dispositions qui permettent aux personnes vivant avec un handicap d'avoir véritablement accès à l'information comme tout le monde. Donc c'est pour dire que vraiment, les nouveaux textes permettent véritablement d'avoir un contenu amélioré et je pense que vraiment avec la mise en œuvre de ces dispositions, on notera vraiment plus de positif dans les contenus qui sont proposés par les médias. Quant à la lutte contre le coronavirus, est-ce qu'il y a des dérives qu'on peut noter peut-être dans les communications par rapport à ce sujet? Bon, peut-être donc là quand même nous, vraiment, jusqu'à ce que, par exemple, les communiqués qui étaient diffusés les matins à 10h, donc là par exemple le CNRA vraiment avait noté qu'il y avait un comportement correct des médias et vraiment avait même salué le travail des médias parce que quand même vraiment ils ont accompagné les autorités, n'est-ce pas, durant véritablement jusqu'à ce que par exemple l'émission qui était à la RTS par exemple, c'est chaque 10h, donc là on faisait un communiqué, je pense que maintenant c'est transmis directement, donc là, mais vraiment de façon générale, les médias vraiment ont joué un rôle important dans l'accompagnement des autorités, bien sûr. Et par rapport aux invités que ces médias invitent et qui peut-être en direct peuvent dire des informations qui sont fausses, est-ce que le CNRA garde un œil sur ce genre? Et là c'est de la responsabilité toujours des médias. Par exemple, Moustapha, effectivement, c'est cela. Donc vraiment le journaliste, donc l'acteur responsable.
Par exemple, vous invitez des personnes, ces personnes vraiment tiennent des propos qui sont très irresponsables. Vous, en tant que journaliste, donc là, si vous ne faites rien, quand même, donc là, vous êtes fautif quelque part. Parce que, quand même, encore une fois, les médias doivent véritablement donc participer dans l'éducation, surtout quand il s'agit par exemple d'une pandémie. Par exemple, si on donne vraiment le micro à des personnes qui donnent vraiment des informations qui sont de nature à tout bouleverser, donc là, ça c'est pas très responsable et par conséquent, vraiment, encore une fois, il est attendu donc des animateurs d'antenne, des journalistes vraiment de prendre les mesures donc pour corriger certaines choses, bien sûr. Je vous remercie, M. Sall. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du président du CNRA. Merci d'avoir été avec nous le dimanche. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Nous passons maintenant au coin éco pour parler d'élevage, un secteur clé à l'économie sénégalaise qui génère des revenus importants et contribue à la croissance des activités du secteur primaire. Selon l'ANSD, en 2018, il pèse globalement 460 milliards de francs CFA. Mais son apport pourrait être plus significatif si l'on arrive à soulever les contraintes. Un reportage de Aïssatou Kane et Seni Diouf. Secteur d'activité très important dans l'économie nationale, l'élevage constitue un des leviers essentiels du secteur primaire. Il représente 3,6% du PIB et contribue significativement au développement économique du pays. Déjà, peut-être il y a de rappeler que peut-être la valeur ajoutée, comme je l'avais dit tantôt, c'est 460 milliards de francs CFA. 3,6 PIB, c'est déjà un truc assez important. C'est le secteur qui est porteur. Maintenant, qui dit élevage parle de la volaille, parle des ruminants domestiques, parle effectivement d'autres choses. Maintenant, en ce qui concerne la volaille, actuellement, on a un cheptel de 80 millions de têtes. Mais qui dit volaille, dit d'abord volaille industrielle, mais aussi volaille traditionnelle. Alors, il y a eu un événement marquant, déjà en 2000, dans les années 2000, avec les restrictions des importations, ça a quand même impulsé l'agriculture industrielle. On est à 250 000 tonnes de viande consommée. Et chaque Sénégalais consomme 17 kg de viande par an. Mais attention, ça c'est une moyenne. Il y en a qui en consomment plus, beaucoup plus, et d'autres qui en consomment moins. Et 20 000 tonnes de viande sont importées annuellement. Donc on n'est pas autosuffisant en termes de produits carnés. Et pour le lait, en termes de consommation, on est à 249 millions de litres de lait consommés annuellement. Et il y a aussi la filière cuir et peau. Et cette filière, on est à une production de 5 969 tonnes qui sont principalement exportées. C'est une filière qui a beaucoup d'avenir. Sa valeur ajoutée est estimée à 460 milliards. Cependant, certains considèrent que le secteur pourrait rapporter plus à l'économie nationale. L'agronome, zootechnicien, estime que l'élevage fait face à des difficultés qui ralentissent son développement. D'abord, il y a la faible productivité du cheptel et surtout un manque de compétitivité des élevages. L'accès au crédit pose problème. La guerre, c'est les finances. Et il y a aussi une difficulté par rapport à la recrudescence du vol de bétail qui a fait l'objet d'une disposition ailleurs. Et les statistiques aussi, pas un recensement exhaustif, c'est des chiffres que l'on donne, mais quelque part ça pose problème. Et il y a aussi l'insuffisance du financement dans le secteur. Mais toujours est-il que l'État du Sénégal a pris des dispositions. Il y a des fonds, par exemple le fonds STAB, c'est un fonds pour la stabilisation qui donne l'opportunité aux éleveurs, effectivement, de prendre de l'argent, de faire des unités d'engraissement de bovins, de caprins, de commercialiser des animaux en période de tabaski. Force est de constater que l'élevage contribue significativement au développement du pays. Ainsi, grâce au PSE, le secteur va impacter positivement les conditions de vie des populations et la création d'emplois. Absolument. D'ailleurs, même il y a des stratégies de développement de l'élevage qui ont été établies. Et parmi ça, par rapport au PSE toujours, la politique de l'élevage
doit permettre effectivement de créer à l'horizon 2035 un secteur compétitif qui satisfait de façon durable la demande nationale en produits animaux pour assurer aussi la promotion socio-économique de ces acteurs. Mais cela, ça a été défini en 4 axes prioritaires. Le premier axe a trait à l'accroissement de la productivité. Deuxième axe a trait à la création d'un environnement favorable. Et après, il y a la mise sur le marché. Effectivement, quand on produit, il faut vendre. Et il y a aussi un aspect qui est lié au renforcement de capacité institutionnelle d'intervention. Ces axes-là ont été effectués à travers des programmes déclinés en projets et actions dans un document qu'on appelle le document de programmation pluriannuel des dépenses, DPPD. Et là, ce document est articulé en 5 programmes, des mesures clés prioritaires déclinées en programmes que l'État a mis en place pour régler le problème de l'élevage. L'élevage figure parmi les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Cependant, il serait judicieux d'accentuer les politiques publiques sur la satisfaction de la demande nationale croissante. Merci pour ce reportage, Aïssatou Kane. Je suis rejoint sur ce plateau par le docteur Mor Gassama, économiste, et M. Momodou Ndiaye. Bonsoir, messieurs. Malgré les différentes contraintes qui ont été évoquées dans ce sujet, les ressources animales constituent une vraie richesse, mais dont le potentiel reste à être exploité. Qu'en pensez-vous? Oui, plutôt l'économiste va nous dire justement sa réflexion, mais au Sénégal, semble-t-il, on ne mange pas beaucoup de viande. Et on a mangé beaucoup au début des indépendances, et soudain, on nous dit que nous mangeons moins de viande et nous mangeons mal même peut-être de la bonne viande. Quel est le problème? Merci beaucoup, Mamadou. Mes salutations donc à vos téléspectateurs. Effectivement, lorsque vous regardez un peu donc la consommation qui a fortement diminué donc, au cours de ces dernières années, ce qui l'explique d'abord, c'est la productivité, mais surtout parce que la population également a augmenté. Voilà. Si la population donc augmente, les moyens ne suivent pas et que par ailleurs le niveau de productivité reste extrêmement faible, donc il va falloir effectivement s'attendre à une telle situation. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre pour améliorer les choses. On a comme l'impression, on parle de l'élevage quand la veille de la fête de Tabaski où le mouton tient le haut du pavé. Mais pourquoi l'élevage ne serait pas une donnée permanente dans les préoccupations des décideurs, des pouvoirs publics, mais en même temps aussi de l'opinion? Pour qu'au moins le Sénégal soit un pays d'élevage. Peut-on y arriver à un moment? C'est possible, hein? Vraiment c'est possible parce que certains ont réussi à avoir ce niveau de performance. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le domaine de l'impossible. Oui. Maintenant, il va falloir prendre des mesures. Et des réflexions ont été menées dans ce sens-là. Lorsque vous regardez un peu vraiment ces belles réflexions au niveau du plan national de développement de l'élevage, vous vous rendez compte que tout a été déjà dit. Tout ce qui reste même réfléchi, bien réfléchi d'ailleurs. Ce qui reste seulement, c'est vraiment l'application. C'est l'application qui pose problème. C'est l'application qui pose véritablement problème dans ce pays. Les ambitions sont là. Ça, on a dit qu'on ne vient pas. Depuis, en tout cas, quelques temps, nous avons constaté des actes forts quand même qui ont été posés, surtout au niveau encore donc, de la zone sylvo-pastorale par excellence, hein, le ranch d'Oli, avec le mur là qui a été construit là-bas de 129 km sur presque 87 000 hectares. Voilà, donc cela montre qu'il y a la vente qui est là. Il y a la journée nationale de l'élevage qui est célébrée chaque 14 février maintenant, où on ne réfléchit que sur l'élevage. Maintenant, les problèmes existent. Depuis lors, on sent nettement qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Maintenant, il va falloir accélérer un peu la grâce. Hein? Donc, c'est ça. Oui. Parce que c'est vrai que de manière générale, on parle beaucoup de l'élevage à l'approche de la Tabaski, parce qu'il y a le produit phare qui est le mouton, où jusqu'à présent les besoins donc, restent donc, très élevés par rapport donc, aux possibilités que nous avons. Donc il y a un déficit énorme. Cette année par exemple, on compte au moins importer plus de 300 000 moutons pour couvrir les besoins. Ça c'est énorme. L'espace est là. Si vous prenez l'exemple de la zone sylvo-pastorale,
Rien que dans le Ferlo, on pourrait résoudre ce problème. N'est-ce pas? Beaucoup d'espace. C'est le Ferlo, dans le département de Linguère, ça fait à peu près 19 712 km². C'est 35 fois la région de Dakar. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a suffisamment d'espace. Voilà, on est à côté donc, des vallées fossiles, il suffit juste de faire revenir l'eau et puis bon, sécuriser davantage donc le bétail, parce que les gens sont très fatigués avec les vols. En dehors de ça maintenant, il faut continuer à travailler pour améliorer donc, la productivité. Vous avez parlé donc de volonté politique, mais il y a aussi peut-être un projet d'ambition. Il faut peut-être se dire que tiens, l'élevage est un atout pour le Sénégal. Quelle ambition maintenant nous pouvons nourrir, ne serait-ce que pour faire de l'élevage un élément champion de notre économie. Par exemple, la question de la viande. Beaucoup de vos collègues économistes ont dit mais nous pouvons faire justement de Dakar ou même du Sénégal un hub de la viande qui pouvait adapter sans doute l'Arabie, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient même, disent certains spécialistes, et approvisionner peut-être les grandes fêtes religieuses qui se passent un peu autour et dans la sous-région. Pourquoi cette ambition-là n'est pas traduite dans les faits concrètement? Moi, je pense que d'abord, les éleveurs ont un problème d'accès au financement, mais aussi certains même qui réussissent à obtenir des financements, souvent sont confrontés à un problème de sécurité. Faites un peu le tour rien que pendant cette période de Tabaski, où chaque jour on nous annonce donc des vols, voilà, plusieurs les uns des autres. Donc cela veut dire simplement que les ambitions existent. Maintenant, il faudrait passer donc à l'application. Il faut faire du concret. Faire du concret, c'est quoi? C'est sortir les moyens, les mettre là où il faut. Et surtout, lorsque vous devez vraiment accompagner des éleveurs, moi je me dis qu'il faudrait viser ceux qui sont sur le terrain, les vrais éleveurs. Parce que pratiquement dans beaucoup de secteurs, c'est presque la même chose. Il y en a certains qui s'activent, qui sont très dynamiques, mais qui en réalité derrière ne font pas grand-chose. Donc ça, c'est des choses à éviter. On ne pourra pas les appeler des mercenaires, mais il faudrait en tout cas se démarquer un peu de ces gens-là. C'est pourquoi il est important même lorsqu'on accompagne le secteur de descendre sur le terrain, de vérifier. Et parfois même de descendre une opinion ne serait pas mal. On parle beaucoup d'élevage traditionnel. Est-ce que sont peut-être les innovations qu'on pourrait apporter pour fournir notre marché intérieur? Non, l'élevage traditionnel, je pense qu'on pourra toujours l'accompagner. Mais si on voudrait vraiment atteindre l'autosuffisance en viande, en œuf et tout ça, il faudrait aller vers un élevage moderne. Parce que malheureusement, l'élevage traditionnel a un niveau de production assez faible. Donc il faudrait aller vers l'élevage intensif. Donc on pense à l'agrobusiness, voilà, ce qui permettra d'améliorer significativement la production en viande, en lait, mais aussi ça va donner plus de ressources aux personnes qui s'activent dans ce domaine-là. Parce que lorsque le revenu est faible, la productivité est faible, ça veut dire que les gens ne vont pas gagner beaucoup. Mais les moyens existent. Parce qu'en tant qu'État, il suffit juste de chercher pour trouver un financement. Voilà. Maintenant, comment on va utiliser le financement, c'est ce qui pose problème. Mais ce qui est sûr, c'est que si on voudrait vraiment permettre à tous ceux qui sont dans ces milieux d'améliorer significativement leur revenu, il faudrait absolument vraiment aller vers un élevage intensif. Qu'est-ce qui pourrait se passer si le conservatisme qui est donc le propre des vrais éleveurs dont vous parlez là, qui sont attachés à un conservatisme des valeurs de l'élevage, alors que justement par nécessité nous devons évoluer quand même et changer d'échelle et peut-être même de paradigme de gestion justement de cet élevage-là. Donc il y a des forces centrifuges qui se neutralisent entre ceux qui prennent la modernité et ceux qui sont attachés justement à des valeurs d'élevage qui ne pourraient pas être justement un élevage intensif. Voilà, moi je pense que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Voilà, ça veut dire qu'on peut toujours les accompagner toujours dans la santé, dans la production, dans l'amélioration de la productivité, mais cela n'empêche pas à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'élevage moderne, dans l'élevage intensif industriel, de mener leur chemin. On peut leur trouver des domaines, voilà, les financer et surtout mettre tout ce qu'il faut à leur disposition. En tout cas, encore une fois, il faut le souligner quand même. J'ai constaté que ça fait bientôt une dizaine d'années où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là, avec l'intelligence artificielle qui est devenue pratiquement gratuite. Et aussi l'État qui avait décidé depuis même ces quelques dernières années d'introduire chaque année pratiquement 1 million de ladum
géniteur des Ladoum pour améliorer donc voilà la qualité ou la productivité donc du cheptel local. Tout ça, ce sont des actes à ne pas négliger quand même, mais à renforcer davantage. Un spécialiste de l'élevage qui était justement à votre place la dernière fois disait que mais au Sénégal on écume les moutons, donc il n'y a pas possibilité de renouveler un peu l'espèce simplement parce que bon c'est les moutons qui sont égorgés et les brebis ne trouvent pas peut-être des accouplements. Ça aussi il faut peut-être que du point de vue de la stratégie on regarde mieux comment amorcer cette problématique-là et lui trouver une solution pérenne. Oui, parce que le problème du mouton, c'est surtout lié à la tabaski. Parce qu'en priorité, je pense qu'il faut d'abord chercher ce mouton-là. Mais moi, je pense qu'avec l'insémination artificielle, ça règle beaucoup de problèmes. Parce qu'il suffit juste de trouver donc, la semence pour injecter donc, sur plusieurs brebis. Ça veut dire que ce n'est pas du tout un handicap. Voilà, c'est encore une fois donc, la volonté politique qui devrait en tout cas qui n'est pas encore au rendez-vous. Voilà, les déclarations d'intention sont toujours là. Ça, il faut le dire. Il y a quelques actes aussi qui sont posés, mais il faut aller un peu plus loin. C'est fixer le justif en se disant qu'à partir de 2027 ou 2030, etc., on voudrait effectivement atteindre leur suffisance. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour discuter avec les gens du secteur? Parce que aussi, c'est bien beau d'être en tout cas de réfléchir et de venir proposer aux gens, mais ceux qui sont dans le milieu, qui ont capitalisé beaucoup d'expérience, il faudrait les écouter. Et ensemble, vous mettez en place quelque chose. Après, vous faites des évaluations régulièrement pour voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas et rectifier, ce qui permet en tout cas de pouvoir atteindre les résultats, les objectifs visés dans les délais. Dans quelle perspective vous misez pour une réelle industrie justement de la viande au Sénégal? Moi, je pense que ça pourrait se faire donc, dans un prochain, dans un délai vraiment pas matin. Voilà, parce que déjà, avec les potentiels scientifiques qui existent dans ce pays, voilà, je l'avais dit tout à l'heure, rien que la zone sylvo-pastorale au Sénégal, donc d'atteindre ces objectifs-là. Voilà, maintenant, il va falloir discuter avec les acteurs, faire l'état des lieux et surtout injecter les fonds qu'il faut. Voilà, et après, maintenant, assurer le suivi. Okay. Voilà, après, oui. Non, je disais simplement que la République, il y a 1 an ou 2 ans, avait mis sur la table peut-être du cash flow pour permettre au Sénégal d'acquérir une industrie de la viande, mais permettant également peut-être de rassembler toute la viande potentielle qui existe dans la sous-région et d'être un peu le point de départ justement de cette viande qui s'exporte. Simplement parce que la République a misé sur 2 faits. Il y a peut-être le know-how sénégalais, c'est-à-dire il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de vétérinaires, de qualifiés. Donc il y a au moins un encadrement de ce point de vue-là. Mais deuxièmement aussi, le pays est plat, il est large, il n'est pas accidenté comme des reliefs qu'on connaît ailleurs. Et donc l'élevage peut être intensifié ici de façon à ce que peut-être la viande qui sortirait ici soit une viande de qualité. Oui, on ne se convainc pas. Je pense que ces objectifs pourraient bel et bien être atteints. Maintenant, il faut mobiliser les acteurs. Il faut aussi impliquer davantage les jeunes, puisque beaucoup d'entre eux sont à la recherche d'emploi. Et c'est un secteur porteur. C'est un secteur vraiment porteur. C'est pourquoi moi je pense qu'il suffit juste, en tout cas, lorsque les moyens sont là, inviter tous ceux qui sont intéressés et commencer à dérouler le programme. Voilà, maintenant, un projet, lorsque vous l'avez, ce sont des délais à exécuter, à respecter. Et je pense qu'avec une évaluation régulière, tout devient possible. Alors, si on est un peu dans la prospective, quel est le scénario que vous pouvez peut-être brosser, nous montrer un peu comment le secteur de l'élevage peut évoluer dans les 10 ans à venir? Oui. Dans les 5 ans... Les forces et les faiblesses, mais en même temps aussi les tendances lourdes. Voilà, parce que déjà, lorsque vous parlez des forces, c'est l'espace qui existe, c'est les jeunes qui sont disponibles, l'eau qui existe. Donc ça veut dire que le terrain est prêt à accueillir les gens, mais également beaucoup de jeunes donc cherchent du travail et c'est un secteur où vraiment on peut développer davantage ce qu'on appelle donc l'agrobusiness. On peut rester lancé dans l'agriculture, en même temps donc dans l'élevage, transformer aussi ces produits-là, avec tous les produits dérivés du lait, parce que vous savez qu'au Sénégal, rien que les importations tournent presque autour de 60 milliards. Les 85% du lait que nous consommons, donc c'est du lait importé. Ça veut dire que vous imaginez toute cette manne financière, si on pouvait rester dans ce pays-là. Très bien. Voilà, maintenant, si peut-être nous devons parler donc des faiblesses, voilà, moi je pense que c'est d'abord surtout l'accès
l'accès au financement pour les véritables acteurs. Ça reste toujours un point faible. Et surtout le problème de la sécurité, ça il faut le dire. À un certain moment, on est allé même jusqu'à penser qu'il faudrait criminaliser le vol de bétail. Mais depuis lors, je pense que les résultats quand même, en tout cas, ne sont pas du tout performants. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé des acteurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi sensibiliser les consommateurs dans la manière d'appréhender la viande pour pouvoir aider l'économie? Oui, parce que c'est important. C'est important. Et lorsque nous donnons ça, il faut se dire qu'au Sénégal, déjà, il y a quand même quelques tendances, parce qu'il y a aussi une forte consommation donc, de la viande de poulet. Parce que ce secteur-là aussi de l'agriculture participe beaucoup à améliorer donc, la consommation des Sénégalais. C'est un secteur qui fait à peu près 300 milliards de chiffre d'affaires et qui crée 50 000 emplois directs et indirects. Voilà, et c'est un secteur qui est même modernisé parce que pratiquement les 2 tiers de la production sont issus vraiment donc, de l'agriculture industrielle. Ça veut dire que c'est un secteur porteur et qui a un avenir certain. C'est vrai que les gens ont connu quelques difficultés avec la pandémie, mais on pense que les choses vont donc se relancer rapidement. Nous sommes assis donc sur des opportunités, non hein? Oui, dans nos pays, de les mettre en cohérence. Dans les pays en développement, généralement, il y a beaucoup de choses à faire. Énormément de choses. Donc ça veut dire que c'est uniquement la coordination, c'est l'exécution qui pose un peu problème. Voilà. Et ce qu'on constate souvent, c'est que les idées sont là, les gens aussi sont déterminés, mais après, c'est l'accompagnement du pouvoir public qui constitue souvent aussi un handicap. Voilà. Mais du moment où l'intention est là, il faudrait continuer à discuter, à échanger et à dépasser définitivement ces déclarations d'intention et aller vers du concret. Est-ce que nous pouvons sentir un peu peut-être ce secteur-là jouer son vrai rôle, quand peut-être les acteurs eux-mêmes prendraient conscience sans doute du rôle moteur que pourrait jouer le secteur de l'élevage? Oui, en tout cas, on a constaté même depuis quelque temps, avec notamment la célébration de la journée nationale de l'élevage, où ces produits sont exposés, il y a beaucoup d'échanges, mais jusqu'à présent, moi je constate que quand même il y a un aspect purement très folklorique. Donc ça, parce que c'est notre tradition, voilà, parce que partout où on va, on aime toujours le folklore. Je me souviens encore de la journée de lancement donc, de l'autosuffisance alimentaire Henri, qui s'était tenue même au stade Amadou Barry, avec tous ces artistes-là qui étaient venus. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais les gens sont en train d'être conscientisés. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut continuer encore à sensibiliser, mais aussi à responsabiliser. C'est extrêmement important. Voilà. Les gens ont besoin de moyens, il faut les trouver, mais surtout l'encadrement, le suivi. Parce que lorsque vous injectez des fonds, s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de suivi, peut-être une bonne partie de ces fonds-là risque aussi donc de disparaître. Pourquoi ne pas insister justement sur des success stories quand dans l'élevage, il y a justement des acteurs qui se sont beaucoup illustrés dans une très bonne gestion, une bonne gouvernance justement de leur secteur d'activité. On peut les prendre justement un exemple, ne serait-ce que pour diffuser ça à une échelle plus large, pour dire, mais tiens, voilà, il y a des à s'engouffrer dans le secteur de l'élevage parce qu'il y a des réussites potentielles. Ça c'est important, ça c'est extrêmement important. Dans l'élevage, si vous prenez l'exemple de Jolof, vraiment il y a de très grands éleveurs, à l'image de Mofatissar ou encore Isma Sarr et autres. Ce sont vraiment des références donc, dans ces domaines-là, dans le Jolof. Et un peu partout, on peut en trouver. De manière générale, un pays a besoin de mettre en valeur les références dans tous les domaines. Parce que les jeunes ont besoin de repères. Voilà, si vous parlez de culture, vous avez quelqu'un comme Michel Lour. Si vous parlez de commerce et autres, donc il y a les Bokar Chambadier, vous avez les Michel Mboup, vous avez là, Michel Hall, etc. Voilà, dans tous les domaines, c'est très important. Parce que les références appellent aux jeunes de revoir encore les ambitions à la hausse. Voilà, et de penser que, et de se mobiliser pour savoir que tout est possible. Tout est possible. Et parfois, ces gens-là aussi devraient accepter de venir s'exprimer un peu et surtout raconter leur parcours. C'est ça. Pour montrer que peut-être ils ont démarré au niveau le plus bas, ils ont connu beaucoup d'échecs, cela ne les a pas empêchés de réussir, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Ok. Il y a peut-être pour terminer, Gara, il y a souvent aussi des risques, des incompréhensions, des malentendus qui peuvent même souvent déboucher justement sur des affrontements très violents entre le secteur de l'élevage et le secteur donc, de l'agriculture. Il est vrai qu'on a redessiné un peu le parcours justement des pâturages. On a même réduit justement les superficies des pâturages du fait de
de l'extension des villes, sans doute, mais en même temps aussi peut-être des projets agro-industriels. Est-ce que tout ça, ça ne mérite pas peut-être un dialogue fécond entre les différents secteurs, peut-être même au niveau de leurs départements ministériels respectifs, ne serait-ce que pour amorcer un dialogue pérenne et durable? Oui, en tout cas, ça, je pense que c'est une très vieille histoire, hein. Voilà, mais jusqu'à présent, ça continue. Je pense que les moyens que l'État du Sénégal a injecté au niveau, par exemple, du Ranch Doli, parce que je pense que ce mur-là, ça a coûté pratiquement 6 milliards et demi. Voilà, donc et vous avez quand même un couvert végétal sur 87 500 hectares, je pense que ce n'est pas mal. Peut-être essayer de multiplier un peu ces expériences, donc un peu partout, comme en tout cas l'espace ne manque pas, ça pourrait contribuer davantage à apaiser un peu donc ces genres de tensions, hein. Voilà. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, donc le Sénégal est un pays de dialogue. Donc les gens continuent à dialoguer et à chaque fois qu'il y a des tensions de ce genre, souvent dans les villages, voilà, il y a les chefs de village, certains notables, dignitaires et autres là qui se réunissent et souvent qui arrivent quand même à rapprocher les positions. Voilà. Mais je sais que l'agrobusiness, un élevage intensif, moderne, pourrait même permettre de dépasser définitivement ces histoires. Merci M. Mor Gassama, vous étiez notre invité aujourd'hui dans Coin Éco. Et la totale revient dans 15 minutes, juste après le journal avec Awa Diop Sen. Ce qui oblige, les moutons se vendent un peu partout. À Hambourg, contrairement à l'idée reçue comme quoi les bêtes sont inaccessibles, les vendeurs affirment que leurs moutons sont très abordables. Ces derniers sont d'ailleurs plus préoccupés par les voleurs de moutons qui souvent utilisent des pratiques mystiques et mystérieuses. Muntaga Khan nous en dit plus. Ce jeune vendeur de moutons, qui s'est établi aux abords de la route nationale 1, déclare que la rumeur tendant à faire croire que les moutons vendus dans les tentes, que sont plus chers que d'autres, n'est pas conforme à la réalité du terrain. Parce que chaque jour, de le répéter aux gens, les clients ont tendance à croire que les moutons vendus sous les tentes sont plus chers que ceux vendus ailleurs, alors que ceci n'est pas conforme à la vérité. Il y a ici de la qualité, car c'est les moutons que j'ai élevés moi-même. Les moutons sont abordables. Les prix varient entre 75 000 et 700 000 francs. C'est de très bons moutons. Il y a une grande différence entre les moutons de la bergerie et ceux qui sont élevés à domicile. Ils sont mieux entretenus, alors que les moutons qui sont dans la brousse ne font que brouter de l'herbe. On peut gagner de l'argent, bien sûr, mais ce n'est pas évident, car les charges sont très lourdes. Pour lui, les charges sont si lourdes qu'il est difficile aux vendeurs de faire un bénéfice sur leurs opérations. C'est du car on a beaucoup de charges, telles que le personnel qu'on doit nourrir et soigner, car il claque sous le poids du labeur, sans compter les compensations financières. Si on tient compte des frais liés à l'alimentation du bétail, on ne s'en sort pas. Par exemple, moi je dépense 25 000 francs par jour pour nourrir les bêtes. C'est la passion qui nous fait travailler dans le domaine. En plus, je cultive moi-même. L'hygiène de vie des moutons n'est pas négligé par ce vendeur. Les moutons ont besoin d'une bonne hygiène de vie. Les lieux où ils sont gardés doivent être propres. Si l'endroit est bien entretenu, les moutons grossissent plus vite. S'ils se couchent sur leurs urines, par exemple, ça retarde beaucoup leur croissance. C'est pourquoi je m'attelle toujours à balayer les locaux. Ici, les moutons sont bien suivis du point de vue médical. Nos moutons sont très bien suivis médicalement. On leur administre régulièrement des vitamines et leur inocule des vaccins. Chaque bimestre, on procède à un contrôle sur leur état de santé. Les voleurs ne laissent pas les vendeurs tranquilles. Parce que des fois nit ñëw fi comme heure timis bi waxal dafa ñu defi ñëw nga wax ak moom bu juboo fi nga nekk di wax ak moom keneen ñëw nga wax ak moom mu teg di booy dem rek ci biir xaar quoi waaw yóbbu dañuy dal mais donc wax dëgg yàlla ñu ngi ciy veillé baax mais automatiquement doo ko xam saa parce que da nga yaakaar jëndul dem na boo xoolaatee comme xar yi boo leen da ngeen miin da nga xam ne fi xaar samp yoon na fi nga def kay xool sa kay def kay xam si les voleurs réussissent à atteindre les vendeurs mystiquement de grandes actions
tels que des vendeurs bien outillés dans le domaine. On ne se lasse jamais de nous prémunir mystiquement. Il y a des éleveurs de ces fossoyeurs qui viennent prendre un mouton après avoir parloté, sans débourser un franc. Si on ne les démasque pas, ils s'en vont avec la bête purement et simplement. Ça nous est arrivé souvent, mais à chaque occasion, je les arrête toujours. J'ai un ami qui a reçu la visite d'un homme qui lui a proposé d'enlever les ongles de ses moutons. Une fois la tâche accomplie, la nuit tombée, le même gars est revenu voler toutes les bêtes. Si ces malfrats ne trouvent que des gens inexpérimentés, ça peut prospérer. Mais avec des personnes bien préparées mystiquement, ça ne peut pas marcher. C'est un peu ridicule. Mais il est réussi souvent. Les éleveurs réclament une subvention de l'État sur les aliments de bétail. L'État doit nous subventionner en aliments de bétail. Moi, je ne suis financé par aucune institution financière. Je pense que je mérite quand même un geste de l'État. Je vends au minimum 200 bêtes. Si l'État nous appuie, on pourrait prendre entièrement en charge l'approvisionnement en moutons des Mbourois, car on en a l'expérience. On est allé partout dans la sous-région et dans le monde pour les besoins du métier. Que les moutons vendus dans les tentes soient plus chers que ceux proposés par les forêts ou pas, on constate une floraison de ces installations dans presque toutes les rues de la ville. Le Ndéonol ou la demande des étrennes, une tradition dont l'objectif est de raffermir les liens entre les membres d'une famille, mais à cause du coronavirus ou encore de l'insécurité, des parents sont de moins en moins enclins à en laisser leurs enfants aller à la quête des étrennes. Le reportage est signé Abdourahman Li. À quelques jours de la fête de Tabaski, cette dame replonge dans ses souvenirs. Elle revit les moments des étrennes chez des parents. Une tradition sénégalaise qui consistait à raffermir les liens avec la famille élargie. Nous nous rendions chez les parents pour mieux faire connaissance, rendre visite aux grands-parents, aux cousins, aux oncles entre autres. C'était en fait pour mieux se connaître. Et parfois, ils nous donnaient de l'argent avant qu'on ne rentre. C'est ce qu'on appelle le Ndéonol. Moi, j'ai eu à le faire plusieurs fois. On était sur notre 31 pour nous rendre chez nos parents pour les étrennes. Une tradition qui perd de sa quintessence de nos jours en croire ce cordonnier. Bambabou incrimine la méfiance des parents face à une insécurité galopante au Sénégal ou encore l'aspect financier au détriment du traditionnel. Aujourd'hui, le geste n'est plus vu comme une tradition. Je peux par exemple donner des étrennes à un enfant. Une fois à la maison, sa tante lui demande le montant qui lui a été remis. Si par exemple c'est 500 francs, elle pourrait le sous-estimer. Alors que dans le Ndéonol, l'aspect financier n'est pas ce qui est le plus important, mais le fait de se retrouver en famille. Je parle de la grande famille. L'autre chose, c'est l'insécurité. Auparavant, nous ne pensions à aucun problème en allant à la quête du Ndéonol. Aujourd'hui, on parle de rapt d'enfants à cause d'une insécurité grandissante dans ce pays. Ce jeune homme en est conscient. Ses camarades de classe et lui sont d'ailleurs sensibilisés sur l'insécurité sanitaire avec cette troisième vague de Covid-19 ces dernières semaines. Raison pour laquelle il ne compte pas aller à la quête des étrennes. Mon maître d'école m'a interdit de demander des étrennes. Il nous l'a formellement interdit en nous invitant à respecter les mesures barrières. Et pour cette mère de famille, c'est une raison suffisante pour retenir les enfants à la maison le jour de la fête. Pas de Ndéonol donc cette année pour ses enfants. Du moment où il y a une troisième vague, je pense donc qu'il serait très irresponsable de laisser ses enfants demander des étrennes dans la rue. La maladie est toujours là et je préfère retenir mon enfant à la maison où il pourra s'amuser et tout au lieu d'aller demander des étrennes un peu partout. La maladie est très contagieuse. Retenir les enfants à la maison, une idée contagieuse chez les parents pour protéger les enfants du virus et de l'insécurité constatée dans les rues de Dakar.
Bonsoir Abdourahmane Ly. Bonsoir Mr. Gabar Diop. Alors, quel est le sens du ndéwénel et est-ce vraiment une pratique pour raffermir les liens des membres d'une famille? Alors oui, parfaitement, c'est pour renforcer la cohésion familiale. Je parlais de la famille élargie, bien entendu. Par exemple, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'accompagnais mon père chez mes cousins, mes tantes, etc. Ce n'était pas pour aller demander des étrennes, mais c'était pour rencontrer mes cousins. Et après, eux également, ils venaient à la maison, vice-versa, pour pouvoir en tout cas mieux se connaître, renforcer cette cohésion, j'ai envie de dire, familiale. C'est en fait ce sens-là, c'est le sens. En tout cas, c'est ce sens-là qu'il faut donner à la demande des étrennes. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une inversion, si je puis dire, des choses, parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui vont demander des étrennes ou le ndéwénel, disons, chez des gens qu'ils ne connaissent pas parfaitement, ou bien sinon, il y a des gens, des grandes personnes qui demandent désormais des étrennes. En tout cas, ce qui est sûr et certain, à mon sens, et c'est ce qu'on a constaté dans le reportage, la demande des étrennes, c'est uniquement pour renforcer la cohésion familiale. Et j'espère que là, vous avez dégagé un budget pour pouvoir permettre aux enfants qui viendront le jour de la Tabaski chez vous, demander des étrennes pour, en tout cas, leur donner, en tout cas, leur ndéwénel, Moustapha Gaba. Avant de répondre à la question, je vais te poser une autre question. Est-ce que cette tradition se perd un peu? Oui, on peut le dire. On peut le dire dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on vit une crise sanitaire assez inédite avec notamment ce nouveau variant-là, le variant Delta, qui commence en tout cas à faire beaucoup de victimes. Aujourd'hui, on parle de plus de 1700 cas. C'est assez catastrophique, Moustapha. Alors, il faut vraiment retenir les gens à la maison. C'est ce qu'on a constaté dans le reportage. Une mère de famille qui fait savoir effectivement qu'elle compte retenir son enfant chez elle, parce que tout simplement, il y a une flambée de cas au Sénégal. Sinon, il y a bien entendu l'insécurité qu'on a constatée dernièrement. On parle dernièrement, en tout cas, d'une insécurité à l'approche de la fête de Tabaski, Moustapha Gabar Diop. C'est une chose qu'il faudrait, à laquelle, en tout cas, il faudrait penser et retenir, bien entendu, les enfants à la maison. Il y a une période également où l'on parlait beaucoup, disons, de rapt d'enfants. Ça aussi, c'est une chose, en tout cas, il faudrait penser à ces choses-là pour pouvoir retenir les enfants à la maison. Et ce sont ces choses-là qui poussent les parents à retenir les enfants à la maison. Et cette chose-là, ce sont ces choses, effectivement, qui nous poussent à dire aujourd'hui que cette tradition se perd aujourd'hui. Moustapha Gabar Diop. Merci beaucoup Abdourahmane. Je ferai des transferts d'argent pour mes neveux et mes nièces pour qu'ils ne viennent pas chercher le ndéwénel. Bon, après je vais vérifier, voir si vous allez le faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette semaine, Abdoulaye Diop, initiateur et promoteur de la start-up eCoffee, partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. Le jeune créateur du premier sac à dos, distributeur de boissons chaudes et froides made in Sénégal, encourage les jeunes à entreprendre et à voler de leurs propres ailes. Comment est-ce que je fais pour passer une bonne semaine? Je pense que dimanche c'est un jour sacré, c'est un jour de repos. Bon, moi personnellement, les dimanches c'est un jour où je me réveille toujours très tard à partir de 15h. Donc à mon réveil, je pense toujours d'abord à prendre un bain, manger, aller peut-être à la plage, me divertir, sortir avec des potes ou soit faire du sport pour essayer de renouveler l'énergie qui est en nous, en vue aussi de préparer une nouvelle semaine. Bon, le conseil que je puisse donner aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise plus particulièrement, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que ce que l'homme n'a pas valorisé aujourd'hui. L'autre conseil que je donne aussi à la jeunesse sénégalaise, c'est de se dire que ce n'est pas parce que j'ai fait des études très poussées, que j'ai des diplômes aujourd'hui universitaires, que je ne dois pas faire certains métiers ou certains jobs. Non. C'est à nous aujourd'hui entrepreneurs, qui est aujourd'hui un phénomène qui est à la mode, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, de prendre un domaine bien précis et de le moderniser, de le valoriser aujourd'hui à travers la créativité et l'innovation. Et aussi l'autre conseil que je puisse donner aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise, c'est de rester focus aujourd'hui sur nos objectifs et de rêver grand, très grand. Et c'est dire qu'aujourd'hui, rien du tout n'est impossible. Donc, bref, je pense que je salue aux téléspectateurs et je souhaite à tout le monde de passer un excellent week-end.
et une excellente semaine en vue. Excellent Tabaski à tout le monde. Merci. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à nos programmes. La Totale revient la semaine prochaine. Merci à l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Bonsoir.